vous remercie, monsieur le directeur de la prévention, monsieur le ministre, bonjour. Mesdames, messieurs, Sénégalais, Sénégalaises, j'ai donc l'honneur de vous faire une analyse un peu détaillée de la situation épidémiologique après que monsieur le directeur de la prévention vous ait décrit la situation globale de la pandémie au niveau de notre pays. Mais je voudrais commencer par avoir une pensée pour tous les Sénégalais aujourd'hui qui sont affectés par la pandémie, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient dans nos CPE, et surtout particulièrement ceux qui sont dans nos structures de réanimation. Et avoir aussi une pensée et formuler des prières pour le repos de l'âme de ceux qui nous ont quittés, et en particulier le personnel de santé. Aujourd'hui, l'analyse de la situation épidémiologique ne peut pas se faire sans tenir compte d'un événement important qui a été la Tabaski. Aujourd'hui, il va y avoir un avant Tabaski, du point de vue de la situation épidémiologique, un pendant, mais surtout un après Tabaski, qui aujourd'hui attire, en tout cas, concentre toute notre attention et regarder surtout l'évolution de la maladie entre Dakar et les régions intérieures du pays. Juste avant la Tabaski, on avait le maximum de cas hebdomadaires cumulés au niveau de notre pays. Pendant la Tabaski, nous avons observé, pendant la semaine de la Tabaski, nous avons observé pour la première fois une baisse du nombre de cas qui avait pendant 9 semaines successives augmenté. Ça, nous avons observé sur la courbe globale, mais nous l'avons observé aussi au niveau de Dakar en particulier. Mais cette baisse doit être prise avec beaucoup de précautions pour essentiellement deux principales raisons. La première est que la Tabaski, justement, avec le mouvement de population important qui a eu lieu entre Dakar et les régions intérieures. La deuxième raison qui peut expliquer cette baisse et pour laquelle nous devons être, je le répète, prudents, c'est cette semaine correspond aussi à la semaine pendant laquelle on a commencé de manière plus importante à utiliser les tests de diagnostic rapide. Et quand on parle de tests de diagnostic rapide, ça veut dire que les PCR qui ont été faits jusque-là et qui nous servaient de compteur pour avoir le nombre de cas, les tests PCR, à la lumière de la procédure qui a été révisée et validée, et qui fait qu'aujourd'hui, un test de diagnostic rapide positif ne nécessite plus de faire une PCR. Ceci va influencer naturellement le nombre de cas que nous allons avoir chaque jour. Et d'ailleurs, aussi, une troisième raison pour expliquer pourquoi il faut prudent, la semaine qui a suivi la Tabaski, au niveau en tout cas de la courbe globale, nous avons commencé à observer une légère hausse, même si on n'a pas atteint le niveau qui était en place avant la Tabaski. Donc ça a légèrement monté, mais on est toujours en deçà du maximum qui a été noté pendant la semaine qui a précédé la semaine de la Tabaski. Si on regarde le nombre de cas comparé au mois de juin au mois de juillet, le nombre de cas cumulés a été multiplié pratiquement par 9. Et ceci n'est pas sans expliquer les difficultés que nous avions tous notées dans la prise en charge d'une certaine manière de la pandémie. Si on parle des cas graves, aujourd'hui nous continuons d'observer une hausse continue du nombre de cas graves. Et pour donner un exemple, cette semaine, déjà qui n'est pas encore terminée, nous sommes déjà à 363 cas en moyenne donc de cas graves comparé à la semaine dernière où nous avions noté 57 cas graves. Si nous regardons le nombre de cas, ça fait 6 semaines consécutives que nous augmentons, que nous enregistrons une augmentation successive, consécutive du nombre de cas cumulés chaque semaine. Et nous sommes passés nous avons atteint, disons, un pic de 99 décès la semaine passée. Donc, entre les 2 dernières semaines écoulées, nous avons eu une augmentation de 68% du nombre de décès que nous avons enregistrés au niveau du pays. Et pour continuer l'analyse sur le plan régional, donc je faisais allusion plus tôt dans mon propos, il faut noter qu'après la Tabaski, toutes les régions
aujourd'hui ont enregistré une hausse durant la semaine donc qui a suivi la tendance. Ceci est appuyé et montre en tout cas la nécessité pour nous d'anticiper sur la prise en charge donc des cas, en particulier des cas graves, au niveau de l'ensemble de nos régions. Et c'est ce qui justifie cette anticipation en tout cas qui est actuellement mise en œuvre par tout le ministère de la Santé pour superviser ou en tout cas échanger de manière très étroite avec l'ensemble des autorités administratives et l'ensemble des personnels de région pour justement anticiper ce que nous craignons. Mais pour l'instant, il n'est qu'une crainte. On croise les doigts et espère que c'est une bonne alerte. Mais au cas où ce phénomène devrait se confirmer, que les régions ne soient pas surprises et être déjà préparées à faire face à une augmentation relativement importante du nombre de malades. Ceci m'amène à parler de la question de l'oxygène, parce que quand on parle de cas graves, on ne peut pas ne pas évoquer la question de l'oxygène. La prise en charge des cas graves nécessite une forte consommation d'oxygène, je pense qu'on l'a dit, on l'a redit. Mais pas seulement, bien entendu. Il y a d'autres intrants qui sont nécessaires pour la prise en charge des cas graves. Et c'est la raison pour laquelle M. le ministre de la Santé a décidé de rétablir des discussions avec ce que nous appelons les gaziers, qui sont des producteurs d'oxygène au niveau de notre pays. Et il a été décidé de les intégrer dans le Comité national de gestion des épidémies. Et toutes les 48 heures, M. le ministre organise une réunion avec donc, ces gaziers pour faire le suivi des accords. Je crois pouvoir ajouter même que des contrats ont été déjà signés avec ces gaziers. Et par ailleurs, il faut rappeler aussi que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le gouvernement du Sénégal, a passé commande de 35 centrales dont les deux premières sont attendues le 12 août, destinées en priorité au TGE de Danandiam et de FAN, et devrait pouvoir aider à absorber les gaps qui, ici ou là, peuvent persister dû justement à cette forte demande d'oxygène pour soigner les patients qui en ont besoin. La tension en lit reste aujourd'hui aussi élevée, en particulier à Dakar. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble, en tout cas des structures ministères, y compris bien entendu le groupe opérationnel que nous dirigeons, sont en train de réfléchir à comment chaque semaine après semaine, augmenter les capacités litières. Et aujourd'hui, on tourne autour d'une augmentation moyenne de 90 à 100 lits chaque semaine. Et nous anticipons également sur un accord avec les directeurs des hôpitaux sur comment augmenter les capacités au niveau des hôpitaux qui disposaient déjà de CTE ou d'enrôler des nouveaux hôpitaux qui n'avaient pas de CTE dans le dispositif et réouvrir certains CTE qui jusqu'à présent n'étaient pas encore tout à fait opérationnels, y compris dans les régions, et c'est le cas de Madame Fondé. Voilà très sommairement ce que je voulais dire, en tout cas pour la situation épidémiologique qui reste aujourd'hui encore assez tendue. Ce n'est pas pour faire peur aux Sénégalais, mais c'est pour leur demander, encore une fois, de bien vouloir renforcer l'observance des mesures barrières et bien entendu quand le vaccin sera disponible d'aller se faire vacciner parce que la vaccination, nous l'avons dit plusieurs fois, reste la solution pour faire face à cette pandémie.